À Philippe de Villiers. Cher Philippe, bonsoir. Bonsoir Elliot, bonsoir Geoffroy. Geoffroy Lejeune est avec nous comme chaque vendredi soir. Philippe de Villiers, vous savez, on a une habitude depuis quasiment 1 an et demi et on salue les informateurs bien informés. Est-ce qu'ils ont frappé ce vendredi soir? Oui. Mais ce n'est pas une archive, ce n'est pas une photo de vous, une photo d'enfance. C'est un message lourd de sens, un message aussi d'espérance. Je n'en dis pas plus. Je dévoilerai ce que a pu m'apporter un informateur bien informé à 19h30 très précisément. Je ne sais pas si vous avez une petite idée. Mais je ne vous dis rien, Philippe de Villiers. Et je ne dis rien aux téléspectateurs pour l'instant. Je m'attends à tout, mais en même temps, je suis rassuré par le sourire de Geoffroy. Ah, le sourire de Geoffroy est effectivement très rassurant. Parenthèse fermée, et je dévoilerai ça à 19h30, Philippe de Villiers. Philippe de Villiers, vous souhaitiez commencer cette émission par ces milliers de Français qui ont été frappés ce jeudi par des inondations historiques. Des trombes d'eau se sont abattues dans le centre-est du pays, sur les Cévennes ardéchoises, jusqu'à 700 mm de précipitations, ce qui représente plus de 2 mois de pluie en seulement 60 heures. Vous avez été, Philippe de Villiers, pendant 20 ans à la tête d'un département, pas n'importe lequel, la Vendée, qui connaît bien le temps des tempêtes. Quel regard, Philippe de Villiers, portez-vous sur ces catastrophes naturelles? D'abord, je voudrais dire à toutes les familles qui sont frappées, qui sont dans le désarroi, dans la détresse, qui ont tout perdu, qui sont devant la boue, qui est devenue leur maison. Évidemment, ma compassion, la compassion d'un Français, la compassion d'un Français qui pense à tous ces Français portés dans nos cœurs meurtris et qui sont impuissants. Et en fait, en voyant les images, je repense à ce que moi j'ai vécu dans ma vie de président du Conseil général de la Vendée, des choses qui m'ont marqué. D'abord l'Erika, le fameux naufrage de l'Erika, avec le fioul qui se répand, et toutes les plages de Bretagne et de Vendée qui sont complètement polluées. Et là, c'est la sidération, c'est la prostration. Que faire? Et c'était Total qui était le commanditaire. Et Total dit, c'est pas mon problème. Et nous, on achète des pelles et des gants. Et on fait appel à tous les bénévoles de France qui viennent ramasser le goudron et les oiseaux morts, mazoutés, sur les plages. Ensuite, il y a eu le Prestige, 2 ans après. Erika, c'était 1999, le 12 décembre. C'est une date qui restera marquée à vie dans ma mémoire. Ensuite, le Prestige en 2002, ça recommence. C'est-à-dire des bolides qui passent au large et qui lâchent leur fioul et leur goudron. Et puis ensuite, il y a eu Xynthia, la tempête Xynthia. Les Français s'en souviennent certainement. La mer qui se déchaîne et qui, dans une tempête à nulle autre pareille, engloutit tout un village. Et alors, mon cœur est partagé. D'un côté, je me dis, on n'y peut rien. Alors, on peut toujours chercher des explications, comme Madame la ministre de l'écologie qui dit, on n'a jamais vu ça depuis le début de l'histoire de l'humanité. Elle n'était pas là pour calculer. Du temps de l'homme de Cro-Magnon, elle n'existait pas encore. Le macronisme était l'ancien monde en ce moment-là, pas encore le nouveau monde. Ceux qui disent, voilà le CO2, voilà ce que c'est le CO2, ils cherchent une explication. Alors, quand il y aura la voiture électrique, on sera tous en trottinette avec Madame Hidalgo, et qu'on mangera de la viande de synthèse, ça sera fini, il n'y aura plus de problème en Ardèche. C'est pas sérieux. Moi, je crois que la nature obéit à des cycles et que l'orgueil humain cherche à nier
la toute-puissance de la nature. Elle est plus forte que l'homme. En mer, vous citiez les tempêtes d'un département maritime comme la Vendée. Moi, j'ai enterré des marins qui avaient été victimes de ce qu'on appelle en mer une vague scélérate. Et en fait, une vague scélérate, les marins m'ont expliqué, on ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas comment elle se forme. Elle arrive à l'arrière du bateau et elle projette le bateau et le bateau coule. Et il n'y a pas d'explication scientifique. Voilà. Donc, moi, quand j'étais petit, à Rotteneuf, au bord de la mer, où on passait nos vacances, je me souviens très bien, de temps en temps, j'étais là, devant la mer d'huile. Et plus tard, j'ai appris Paul Valéry, ce toit tranquille où marchent les colombes. Et puis, de temps en temps, en pleine nuit, elle se déchaîne. Et mon père disait, la mer, elle est comme les hommes, elle a ses colères, elle est irascible et imprévisible. Et donc, la mer, la tempête, la pluie, la nature... Alors, bien sûr, on peut jouer sur Lamartine du pauvre. La nature est belle, elle t'invite, elle t'aime, etc. Le vallon, vous savez, voilà, où il explique qu'il veut finir dans un vallon entre les arbres et le gazon. Mais la nature, elle ne nous appartient pas. Qu'est-ce que peut faire l'homme politique? Deux choses. La première, c'est, et ça compte beaucoup, beaucoup plus qu'on ne croit, c'est aller sur place, être là, la présence. Moi, sur Xentia, j'étais là pendant 15 jours. Matin, midi et soir. Être là. Simplement, les gens, ils ont besoin de vous toucher. Et parce que le silence, la présence, la parole publique, c'est un des moments où c'est Saint-Louis, quand il est en train de mourir à Tunis, il va d'abord voir ses soldats qui sont en train de mourir aussi autour de lui et il prolonge leur vie par sa seule présence et l'imposition des mains en disant « je suis avec vous ». Voilà. Donc, c'est une nation, c'est une tribu. Voilà, et le chef de la tribu, où est Monsieur Macron là? Il est en train de... je sais pas ce qu'il... Bon, voilà, mais il devrait être sur place. Et rester là-bas. Et rester là-bas. Et puis la deuxième chose, c'est déclencher les mesures immédiates. On parle de l'état de catastrophe naturelle, mais il faut que ça soit immédiat. C'est-à-dire que, alors à chaque fois, l'État dit ça va être une question d'heures, de jours, et puis on attend. Non. Là, les gens qui sont dans le besoin ce soir, il faut qu'ils soient secourus dans les heures qui viennent. Et ça, c'est la question de l'État. Je me souviens quand il y a eu la sécheresse en Corrèze, j'étais stagiaire de l'ENA. Jacques Chirac était président du Conseil général. Et il avait une qualité, Chirac, qui réagissait au quart de tour. Et donc, il avait fait voter un avaloir, ça s'appelait un avaloir, une sorte d'impôt sécheresse pour les paysans corréziens qui étaient dans le besoin. Et ce qui m'avait frappé, c'est qu'il disait toujours... 1 heure, c'est trop tard quand on est dans la détresse. 1 heure, c'est trop tard. Voilà. Et donc là, je pense qu'il y a une réactivité qui contraste avec le temps politique, je dirais même le temps politicien, dont la lenteur est un ingrédient du calcul. Autre actualité brûlante, Philippe de Villiers, on va parler de la question migratoire à présent, alors que Michel Barnier et Bruno Retailleau se sont rendus ce vendredi à la frontière italienne pour rencontrer 2 ministres du gouvernement de Giorgia Meloni. Je vous propose d'écouter le Premier ministre, Michel Barnier. Souvent, ces dernières semaines, il a été question de suivre en quelque sorte l'exemple italien, sur la question migratoire bien sûr. Mais nous devons évidemment aller plus loin, à la fois au niveau européen et à travers des mesures nationales. La lutte contre l'immigration irrégulière nécessite un cadre solide de coopération européenne. Et c'est ce cadre dont nous nous sommes dotés en tant que pays de l'Union européenne à travers le pacte récent, le pacte européen sur la migration et l'asile, qui va permettre de renforcer les contrôles aux frontières extérieures de l'Union, qui sont aussi nos frontières. Nous devons en accélérer la mise en œuvre, qui est pour l'instant prévue
à la mi-2026. Aujourd'hui même, le président de la République, Emmanuel Macron, se trouve à Bruxelles, et hier, où, à l'ordre du jour de ce Conseil européen, il est en particulier question de la mise en œuvre de ce pacte européen sur la migration et l'asile et son renforcement et son aménagement, y compris sur la question de la directive retour. Geoffroy Lejeune. Alors, il y a beaucoup de choses, Philippe, dans ces images, mais qu'est-ce que, pour vous, représente ce déplacement du Premier ministre à Vintimille? C'est une figure, vous savez, au patinage artistique, il y a les figures libres, les figures imposées. Donc là, c'est une figure imposée. Ils le font tous, Darmanin l'a fait, moi je l'ai fait quand j'étais dans l'activité politique directe, on l'a tous fait, c'est de la com. Et je vais vous dire pourquoi c'est de la com. Et moi, je mets en garde Michel Barnier sur le point suivant. Faites gaffe, Michel, fais attention. Les gens t'attendent. Les gens, ils attendent l'efficacité. Et le temps de l'espoir ne durera pas longtemps. Le temps de l'espoir, des promesses, de l'agitation médiatique sera bientôt clos et il y aura les résultats. Où en est-on? Alors pourquoi je dis c'est de la com? Parce que je vous rappelle que M. Darmanin a fait le même voyage, on ne s'en souvient plus, mais moi je m'en souviens, on en avait d'ailleurs parlé ici, à Vintimille. Bon. C'est après Lampedusa. Or, l'ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel, M. Chotel, a fait un papier à ce moment-là qui a fait scandale. Mais le papier racontait la réalité. Quelle est la réalité? La Cour de justice de l'Union européenne, le 21 septembre 2023, saisie d'une question préjudicielle du Conseil d'État, a jugé que la France devait appliquer à la lettre la directive retour votée par le Parlement européen et le Conseil européen le 8 décembre. Que dit cette directive? Cette directive, elle dit, écoutez bien, que un étranger en situation irrégulière, un ressortissant, le mot est exact, un ressortissant d'un pays tiers en situation irrégulière ne peut pas être arrêté à la frontière entre la France et l'Italie. Il doit bénéficier, je cite, d'un certain délai pour, de son propre chef, repartir chez lui. C'est la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, que Michel Barnier et son ministre de l'Intérieur connaissent forcément. Et donc, l'idée d'arrêter les gens à la frontière franco-italienne est interdite par la jurisprudence européenne. Donc, c'est de la com. Ça veut dire, en fait, on va expliquer à cette frontière, vous inquiétez pas, tout va s'arranger. Pour que ça s'arrange, si Michel Barnier cherche une idée, je vais lui en fournir une, même deux, qui sont celles fournies par le Sénat au moment de la loi sur l'immigration. Le Sénat avait dit, très justement, si on veut résoudre le problème de l'immigration en France, il faut faire deux choses. La première, rétablir les frontières, mais ça veut dire sortir de Schengen. Qui est prêt à le faire au gouvernement? Et moi je dis, les gens qui ont fait Schengen ont du sang sur les mains. Donc sortir de Schengen, rétablir les frontières nationales. Et deuxièmement, affirmer le primat de la loi française sur la loi européenne. En l'occurrence, s'il y a une loi française demain, puisqu'on parle d'un projet de loi sur l'immigration, s'il y a une loi française qui est déclarée supérieure à la loi européenne, on pourra
à ce moment-là, par exemple, rétablir le délit de séjour irrégulier. On pourra se passer de la toute-puissance juridictionnelle des cours suprêmes. En d'autres termes, aujourd'hui, les problèmes d'immigration en France ne peuvent être résolus que si on fait face à Bruxelles, en étant supérieur juridiquement à Bruxelles, si on fait face aux cours suprêmes en étant supérieur aux cours suprêmes, et si on part du principe que le traité de Schengen est aujourd'hui une absurdité. Il y a un petit espoir dans ce que je suis en train de dire. Je pensais à ça tout à l'heure. Je me disais, c'est marrant comme les mots changent de connotation au fil du temps. Moi, quand j'étais en politique et que je prononçais le mot frontière face à des grands journalistes agréés par la médiacratie, ils faisaient ça. Oh. Je dis, qu'est-ce qui vous arrive? Un gros mot. Frontière. Et aujourd'hui, on se dit, un pays qui n'a plus de compteur meurt parce qu'il n'a plus de légende, mais un pays qui n'a plus de frontières meurt aussi parce qu'il ne peut plus se ressentir comme une communauté. Une communauté de souvenirs, une communauté de pensée, une communauté d'action. Voilà. Et vous prenez n'importe quelle communauté humaine, s'il n'y a pas de frontière, la frontière, c'est l'échange. La frontière, c'est un tamis. La frontière, c'est ce qui permet d'aimer l'autre. Mais pour aimer l'autre, il faut être soi-même. Il faut rester soi-même. Voilà. Et là, ce que je vois, c'est que tout à coup, on dit « Ah, on va rétablir les contrôles aux frontières ». Les Français sont tous pour le rétablissement des contrôles aux frontières, mais il y a le traité de Schengen. Alors, est-ce qu'on va oser oui, c'est pareil pour l'européisme, par exemple. Moi, quand je faisais de la politique, c'est pour ça que j'ai inventé le mot souverainisme, on en parlera un jour, même prochain d'ailleurs. Et, parce que je dis non, on n'est pas, moi je suis pas européiste, je suis pour l'Europe, mais une autre Europe, l'Europe des nations, et ça. Et à l'époque, l'européisme, c'était positivement connoté par Jacques Delors, Alain Minc et tous les autres. Et maintenant, non, ils mettent souveraineté européenne, donc on a gagné la bataille des mots. Ils ont pris le mot du souverainisme, souveraineté, ils l'ont déplacé, ils l'ont mis à l'Europe. Voyez. Et donc, les téléspectateurs qui nous regardent, je les incite à suivre de près la course des mots. Paul Valéry disait, ou Saint-Aignan peut-être, il faut serrer les mots comme une tunique de Nessus. Dans la course des mots, et ça rejoint le prochain sujet, le traitement médiatique qui a été fait de l'affaire Lola n'est pas le même traitement qu'il y a eu pour l'affaire Philippines. Certains médias n'ont pas pu produire la fabrique du mensonge, par exemple, pour l'affaire dramatique qui a frappé Philippines, qu'ils ne l'avaient fait pour Lola. Pourquoi je vous parle de Lola, Philippe de Villiers? Parce que pour la première fois, et c'est un entretien déchirant, qui a été peu relayé cette semaine, 2 ans après le drame, pour la première fois, la mère de Lola est sortie du silence auprès de nos confrères du Figaro. Et ces mots sont essentiels. Elle répond à la question sur la controverse de l'obligation de quitter le territoire français, qui a une nouvelle fois émergé après le meurtre de Lola, puisque sa meurtrière était en effet visée par une obligation de quitter le territoire. Elle dit « Je n'ai pas suivi le débat à l'époque, je m'étais totalement mise à l'écart. Elle n'aurait pas dû être là, tout le monde le sait, ça renforce ma colère. » Autre question posée par notre confrère du Figaro, une autre jeune fille philippine a récemment été tuée dans des conditions atroces à Paris. Pareil, au QTF. On se dit, encore une fois, et pour combien de temps, c'est ce qu'on dit, tous ces gens-là n'ont rien à faire là. Que vous inspire, Philippe de Villiers, les mots de la mère de Lola? Ma vie a volé en éclats, a-t-elle dit. C'est l'incommensurable. On est devant un problème métaphysique que chacun connaît dans sa vie à un moment ou à un autre. Je dis bien métaphysique.
c'est le mystère du mal. Parce que ce qui s'est passé pour sa fille, ça n'est pas dissible. La plaie est ouverte. Et le mari, le papa est mort. Est mort de chagrin. Mais derrière la métaphysique, le mystère du mal, comment se peut-il qu'on permette un mal absolu? Comment se peut-il qu'il y ait des monstres? C'est un vrai sujet. Si la vie est amour absolu, la vie qui nous est transmise, qui nous est donnée, qui nous est confiée. Mais derrière la question métaphysique, qui ne regarde que chacun d'entre nous, il y a une question métapolitique qui nous regarde. Une question métapolitique, c'est-à-dire ce qui précède la cité, ce qui la fonde, ce qui la maintient. D'abord, c'est la déchéance de l'État régalien. L'État régalien, c'est un échange depuis qu'il existe. C'est un échange entre celui qui protège et celui qui est protégé. Par exemple, il y a le suzerain et il y a le vassal. Le suzerain dit au vassal, tu me donneras une partie de ta récolte de blé et mon château fort sera ton refuge et ton magasin. C'est un échange. C'est un vieux principe qui est né avec l'humanité. Et le régalien, en fait, c'est 4 éléments qui se coagulent: la loi, la monnaie, la justice, la défense et la sécurité. Défense-sécurité. Or, nous sommes dans une situation inédite. Nous, la France, nous sommes dans une situation où l'État régalien nous ponctionne, nous brime, nous pressure, prétend ordonner nos vies dans ce qu'elles ont de plus intime, et en même temps n'assure pas notre sécurité. Et donc, ce qui est devant nous, si on n'y prend pas garde, c'est la tentation mérovingienne, qu'on pourrait appeler aujourd'hui la tentation libanaise. Chacun part avec sa milice, chacun creuse sa douve. C'est-à-dire que du temps des Vikings, des Tartares ou des Sarrasins, chacun creusait sa douve. Donc aujourd'hui, les donjons s'appellent les drones, on peut transposer les digicodes, etc. Et puis les milices vont arriver. En d'autres termes, ce qu'on risque aujourd'hui, c'est la privatisation de la sécurité. Et moi, ce qui m'a fait le plus mal dans l'interview, dans l'entretien de la maman de Lola, c'est... elle dit, c'est la France. Alors, Madame Comines avait dit, la France a tué mon mari. Et elle a dit, elle passe au stade suivant. La France, c'est la France. Ça veut dire c'est plus rien, quoi. La deuxième question métapolitique, c'est la légitimité de la parole publique. OQTF, obligation de quitter le territoire français. Alors, comment on peut ne pas appliquer les OQTF quand on est l'État régalien et demander aux gens de payer des impôts? En d'autres termes, vous ne pouvez pas avoir une obéissance d'assentiment à un État qui est impuissant et qui revendique son impuissance. Souvenez-vous de Dupond-Moretti qui dit « mais toutes les OQTF ne sont pas faites pour être exécutées ». Ah bon? Donc ça veut dire que la langue française vaut pour tous les citoyens quand il s'agit d'obéir et de payer les impôts, mais elle ne vaut pas pour l'État. Obligation de quitter le territoire français. Si l'État n'applique pas sa propre sémantique, aux yeux des Français impuissants, alors, là encore, on va vers la privatisation de la sécurité. Et troisièmement, et ce n'est pas le moins négligeable, c'est qu'en fait, on est dans une situation où on ne dit plus rien à ceux qui sont dans la détresse et on interdit à ceux qui pointent du doigt
cette détresse et ses causes de parler. C'est-à-dire c'est la censure d'État, la censure médiacrate. C'est-à-dire que, souvenez-vous, le reportage sur le mensonge. La fabrique du mensonge. La fabrique du mensonge. C'est-à-dire, vous dites vous faites de la récupération, pas d'amalgame, etc. Mais eux, quand il y a eu l'affaire Naël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand il y a eu George Floyd, Castaner qui faisait mettre à genoux les pauvres joueurs de foot français, nos amis du Paris Saint-Germain. Bon, et récupération, qu'est-ce que ça veut dire récupération? On n'a pas le droit de réfléchir. Et en fait, derrière ça, personne ne dit ce que je vais vous dire maintenant là. Mais moi, j'ai compris depuis longtemps. Ils ne veulent pas qu'on touche à l'idéologie du grand remplacement. C'est tout. Nous sommes devant une idéologie. Il faut changer de population. Il faut préparer l'espace diversitaire. Et donc, quiconque s'oppose, même avec des bonnes raisons, à cette montée en puissance de l'espace diversitaire, doit être désigné du doigt et ostracisé. Voilà pourquoi l'affaire Lola demeure un tournant. Un peu plus de 19h30 sur CNews pour la suite de Face à Philippe de Villiers. Toujours avec Philippe, bien sûr, et Geoffroy Lejeune. Je remercie les informateurs bien informés, les téléspectateurs qui ont entendu mes plaintes la semaine dernière. Je disais la semaine dernière, il y a un homme autour du plateau qui a eu la chance de pouvoir vous lire, Philippe de Villiers. Il y en a un autre qui n'a pas eu cette chance. Eh bien, les informateurs bien informés ont encore frappé. On fait mieux que de m'envoyer une photo de vous, enfant, ou de m'envoyer une archive. J'ai entre les mains le livre que tout le monde rêve d'avoir, qui sortira le mercredi 30 octobre prochain. Mémoricide, Philippe de Villiers. Mémoricide. Voilà plus d'un an, Philippe de Villiers, que nous dialoguons ensemble. Mais en vous lisant cette semaine, j'ai l'impression d'avoir découvert une personne que je ne connaissais pas. Vous vous livrez dans Mémoricide comme jamais. Pourquoi Philippe de Villiers? D'abord, je voudrais vous rendre hommage à tous les deux. À chaque fois, je rencontre des gens tout à l'heure dans la rue. Les gens disent « Ah, tous les trois, vous êtes formidables. » Tous les trois. Et pendant longtemps, j'ai connu des journalistes qui étaient des journalistes professionnels, c'est-à-dire des journalistes de l'instant. Et moi, je cherchais à mettre du temps long dans mes réponses. Donc ça ne pouvait pas coller. Il n'y avait pas d'harmonie. Et vous deux, en fait, par votre tempérament, par vos convictions et votre intelligence, vous êtes des journalistes du temps long. C'est-à-dire vous cherchez à comprendre ce qui s'est passé et ce qui va se passer. C'est ça, un journaliste du temps long. Et donc on s'entend bien. Et je vous dis ça pourquoi? Parce que, en fait, ce livre, il est né de cette émission. Je me suis dit, je vais prolonger cette émission. Alors, c'est pas un livre comme un autre. Hein. Je préviens tout de suite les lecteurs potentiels. C'est pas. J'ai écrit ce livre. Je l'ai écrit avec une plume de feu. C'est un appel. C'est un cri d'appel. C'est un cri d'angoisse. C'est un cri d'espérance. Parce que le pronostic vital de la France est engagé, je le répète, au sens propre comme au sens figuré, et que nos élites sont dans la situation des élites françaises en 1420, après le traité de Troyes, qui livrait la France à l'Angleterre, et Jeanne d'Arc les appelait des Français reniés. On a des Français reniés, qui font mine de ne pas voir que notre pays court à l'abîme. Et la question suivante qui m'obsède va se poser de plus en plus souvent à tous ceux qui ont une famille. Que deviendront nos petits-enfants? Que va-t-on leur dire? Que va-t-on leur transmettre? Que va-t-on leur apprendre? Et moi, j'ai voulu me délester de ce que j'ai reçu à leur adresse, à leur endroit, à leur intention. Et donc, c'est une sorte de viatique pour la jeune génération. Et j'ai pensé
tout le temps en écrivant une conversation avec Alexandre Solzhenitsyn chez moi, quand il est venu en 1993. Il m'avait dit, vous savez, nous, le soir, dans l'obscurité, pendant des heures, on attendait, et on guettait un petit ray de lumière sous la porte. On savait que ce ray de lumière tremblant, ça voulait dire qu'il y avait un porteur de lucioles derrière. Alors on ouvrait la porte et on voyait arriver un homme, une femme, avec une grande cape. Et sous la cape, il y avait un manuscrit dactylographié qu'il posait sur la table. Un petit manifeste de la résistance clandestin qu'on appelait un samizdat. Mais ce livre, c'est un samizdat. Solzhenitsyn disait les dissidents étaient à l'est, ils vont passer à l'ouest. Et donc ce livre invite à guetter le petit ray de lumière sous la porte. Je me tourne vers vous, Geoffroy. On ne peut qu'être honoré par ces compliments. Vous l'avez lu, bien évidemment. On y reviendra en longueur régulièrement dans cette émission, car nombreuses sont les thématiques, nombreux sont les chapitres. Qu'est-ce que vous en avez pensé, tiens? Déjà, on est cité dedans, moi ça m'a fait quelque chose. Vous l'avez eu avant moi. Alors, je vais rétablir la vérité sur cette histoire. J'ai demandé pendant l'émission la semaine dernière à l'éditrice de Philippe, qui est une amie, de m'envoyer le livre. Elle me l'a envoyé. Vous en avez pensé quoi? Geoffroy Lejeune. J'ai énormément de choses à dire. Je vais en choisir une seule, puisqu'on n'a pas le temps de... Et j'ai la chance en plus de pouvoir écrire à propos de ce livre dans le prochain numéro du JD News, où on interviewera Philippe. Comme on dit tout aux téléspectateurs, on quitte l'émission, on fait une interview juste après qui sera publiée mercredi. Voilà pour les coulisses. Moi, je connais Philippe depuis une dizaine d'années. Et j'ai la chance de parler régulièrement avec vous depuis une dizaine d'années. Et je peux révéler aux téléspectateurs que à chaque fois que vous terminez l'écriture d'un livre, vous me dites, et ça me fait rire et je me moque un peu, c'est mon meilleur livre. Systématiquement, quel que soit le livre, quel que soit le sujet, etc. Je peux dire cette fois-ci, et je le pense sincèrement, que c'est votre meilleur livre. Et je les ai tous lus. Parce que, je ne vais pas répéter ce que Philippe a dit, mais... une éditrice célèbre, qui d'ailleurs est l'éditrice de ce livre, m'a dit un jour un livre génial, un best-seller, c'est le bon auteur au bon moment sur le bon sujet, et je pense que ces trois conditions sont réunies, ça arrive pas souvent. Tout à l'heure, en début d'émission, vous avez parlé des intempéries, puis ensuite on a parlé de la question migratoire. Je le disais, il y a nombre de sujets dans votre ouvrage, mais dans Mémoricide, c'est aussi une alerte sur cette France qui est en train de s'effondrer, un défi existentiel qui s'engage dans les prochaines années à travers la question migratoire. Dans Mémoricide, on découvre des échanges que vous avez eus, non pas avec n'importe qui, avec Emmanuel Macron sur cette crise politique, et notamment vous lui avez dit, on est en 2016, et vous lui dites, il y a une urgence vitale, je vous cite, on arrête les compteurs, on débranche la marée migratoire. Emmanuel, il faut enrayer la spirale dans les premiers mois de votre présidence. Il semble vous écouter, il pointerait la responsabilité de François Hollande, et c'est pas Emmanuel Macron qui vous répond, mais c'est Brigitte Macron qui vous répond, et son épouse qui dit, on va le faire, on va faire le ménage, pardonnez-moi, cher Philippe. Et la phrase qui m'a marqué, c'est ça, c'est « Je les ai crus, quand je repense à ce dialogue, je m'en veux, je lui en veux ». Quand vous revisitez cet épisode, Philippe de Villiers, vous lui en voulez pourquoi? Je en veux de l'avoir cru. D'avoir cru qu'il était conscient de la nécessité de sauver le pays. Et c'est drôle parce que tout à l'heure, je voyais une interview du ministre de l'Industrie, Marc Ferracci, qui dit, au moment où le Premier ministre est à Vintimille, que vous le vouliez ou non, il faut de l'immigration, sinon il n'y a plus d'industrie en France, sinon il n'y a plus d'économie en France, c'est ça. Le ministre de l'Industrie qui dit ça. Et en fait, c'est un ami intime d'Emmanuel Macron. Et je lui en veux, si l'on peut parler ainsi, pour deux raisons. La première, que je n'avais pas vue à l'époque. La première, c'est que
il avait déjà dans sa tête entrepris de faire de la France un espace diversitaire et donc de changer de peuplement. D'où l'idée de la souveraineté européenne. C'est-à-dire en fait changer de souveraineté, c'est-à-dire changer de pays. Donner le pouvoir à d'autres. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, qui est plus grave encore, et qui touche d'ailleurs beaucoup d'hommes politiques. Le droit d'un vieux peuple, c'est le droit à la continuité historique. C'est-à-dire le droit d'aller chercher dans les siècles passés les mélodies manquantes. Et on n'a plus ce droit-là. On n'a plus ce droit-là parce qu'on a peur, parce que tout le monde a peur. Et sans doute le succès de cette émission, c'est que moi, j'ai pas peur de dire « Ma France, je t'aime. T'es la plus belle du monde. T'es le plus beau pays du monde. » Et il faut que ça se sache. Et il faut que nos enfants, nos petits-enfants, ils renouent avec ça, avec cet amour, avec cette passion. Vous voyez ? C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Le mémoricide, c'est quand on prive un peuple de ses héritages et de sa fierté. Philippe de Villiers, sans le vouloir, vous faites la transition sur le prochain sujet, puisque c'est peut-être multifactoriel, mais un des facteurs de la mort, l'assassinat de Samuel Paty. Il y a peut-être cette peur. Tout le monde avait peur de défendre ce professeur. Et une femme porte le combat pour la vérité et la responsabilité après l'attentat terroriste islamiste contre Samuel Paty. Elle a publié le cours de M. Paty aux éditions Albin Michel. Elle considère que l'État a failli dans la protection de son frère. Elle s'appelle Mickaël Paty. Mickaël Paty était l'invité cette semaine de Pascal Praud dans l'heure des pros. Et écoutez la question de Pascal Praud, écoutez la réponse de Mickaël Paty. Vous pensez qu'aujourd'hui, de nouveau, un Samuel Paty pourrait être dans les mêmes conditions tué? J'en suis convaincue. Il y a beaucoup d'opérations de communication qui sont menées systématiquement à la date d'anniversaire, parce que c'est assez impropre comme terme, pour montrer quelque part des hommages, un soutien. Mais dans les faits, dans les actes, j'ai pas l'impression que les choses avancent beaucoup. Moi, pour être en attache avec beaucoup de professeurs, des proviseurs d'établissements, le seul point positif, et il faut quand même le dire, c'est qu'ils semblent avoir plus d'écoute quand ils font remonter au sein des rectorats, quand ils sont dans des problématiques. On m'a quand même soulevé qu'au bout d'un moment, même les rectorats n'ont plus de réponse, et à ce moment-là, ils répondent plus. Geoffroy Lejeune. Philippe, est-ce que depuis 3 ans, quelque chose a changé? Bah justement, elle répond très bien. C'était un moment incroyable. Cette femme est une héroïne. C'est très touchant. Elle défend son frère. Et en fait, elle dit, et je réponds à votre question, elle dit, premièrement, il était seul. Tout seul. Il n'y avait pas d'équipe. Il y avait, elle dit, la culture de l'alibi. Deuxièmement, les mots n'ont pas été prononcés. C'est grave. Depuis, donc rien n'a changé. La preuve, Dominique Bernard et Tourcoing et le proviseur de Maurice Ravel. Et enfin, il y a cette force d'âme. S'il n'y avait pas eu la force d'âme, pour utiliser le mot magnifique de Éric Nolot, qui lui a dit « vous avez une force d'âme », s'il n'y avait pas eu la force d'âme de Mickaël Paty, on n'aurait rien su de ce qui s'est réellement passé. Voilà. Philippe de Villiers, si rien ne bouge, jusqu'où la France peut-elle être entraînée selon vous? Nous avons importé chez nous une autre civilisation. Les politiciens ne veulent pas le voir. Et j'ai le devoir de le dire. Alors, et d'expliquer. D'abord, nous avons en face de nous un projet islamique qui repose sur 3 éléments connus.
Le premier, c'est l'Oumma. L'Oumma, c'est la communauté des croyants. C'est une nation à part, supérieure à toutes les autres nations, et qui transcende les nationalités et les appartenances. C'est-à-dire, pour un musulman, la patrie, c'est l'islam, la communauté des croyants. Deuxième élément clé, c'est le djihad. Le djihad, ça veut dire que l'humanité entière est destinée à devenir musulmane. Et donc, à honorer le Dieu du Coran et de la charia. Pour l'instant, nous sommes dans une bipartition temporaire aux yeux de l'islam conquérant. Nous, la France, nous sommes dans le Dar el-Harb, c'est-à-dire la demeure de la guerre, à conquérir. Avant de passer, un jour, comme le disent les frères musulmans, dans le Dar al-Islam, la demeure de l'islam. Nous sommes aujourd'hui dans les terres d'infidélité, mais qui ont vocation à basculer dans la terre de l'islam. Et enfin, troisièmement, il y a la charia, c'est la loi islamique, c'est-à-dire c'est la loi d'une religion et d'un État. Et donc la loi islamique, la loi d'Allah est supérieure à toute loi positive et républicaine. Et en fait, si je dis ça, c'est parce que il y a un djihad pacifique, civilisationnel, qui conduit à une confrontation qui ne dit pas son nom par infiltration. Nos élites sont consentantes. Nos élites n'osent pas désigner ce qui est en face de nous, ce qui grandit. Nos élites n'osent pas prononcer les mots. Nos élites n'osent pas penser à la guerre d'infiltration qui est devant nous. Nous sommes devant un avachissement, une branchitude avachie, qui n'est plus capable de porter son histoire, qui ne rêve plus que de sortir de soi, qui ne rêve plus que de s'abolir dans une histoire nouvelle, qui ne rêve plus que de se donner à une civilisation extérieure, virile. Les âmes veulent, cherchent un nouveau maître. Il y a des âmes pleines, des âmes vides. Les âmes vides, c'est nous. Et le nihilisme occidental, prenant congé des chrétientés flageolantes, se prépare depuis longtemps à cette fascination étrange avec une religion forte qui nous permet de redécouvrir et de renouer avec la différenciation sexuelle, le combattant au feu et la femme au foyer. Pour résumer, je dirais ceci. L'hédonisme consumériste finit là sa trajectoire. Parce que par une ruse hypnotique, il vient rencontrer et se fondre en son contraire. Tout autre sujet, Philippe de Villiers, ça a été l'un des combats de votre vie. Parlons de la souveraineté, et plus précisément de la souveraineté industrielle. Parlons de ça rapidement. Des fonds américains sont en négociations exclusives pour le rachat d'Opella, qui est la filiale de Sanofi dédiée à la santé grand public, qui produit sur notre sol le célèbre Doliprane. De quoi le passage
de Doliprane sous contrôle américain est-il le nom? D'abord, je dirais que c'est un mauvais signal. Pas de bol pour ce gouvernement. Il y a des mauvais signaux en ce moment sur l'industrie. On vient d'annoncer qu'il y a 60 000 défaillances d'entreprises. 66 000. C'est un record. On sait que l'industrie en France ne représente que 12% du PIB contre le double en Allemagne. On a la crise de l'automobile, on a la crise de la chimie, le titre des Échos hier. Donc l'industrie va mal. Et en fait, nous avons vécu, sans qu'on y prenne garde, le moment charnière quand la mondialisation à l'occidentale a fait sauter toutes les sécurités sanitaires, sécuritaires et écologiques. Et c'est comme un bâton de rouge à lèvres, le Covid. Le bâton de rouge à lèvres, il signale l'avancée du glacier fondant, utilisé par les spéléologues. Et là, en fait, le Covid a servi de révélateur et d'accélérateur. C'est-à-dire qu'en fait, on a découvert, les Français ont découvert, nous avons découvert que 70% des principes actifs pour fabriquer les médicaments viennent de Chine. On a découvert que nos médicaments venaient d'Inde et qui fait une délocalisation en Chine. Et on a découvert qu'en fait, et les agriculteurs seront sensibles à ce que je vais dire, nos élites ont délégué notre alimentation et nos soins à d'autres. Parce que c'est moins cher et parce que c'est le système des sacro-saintes chaînes de valeur globale. En réalité, le libre-échange universel, il a produit la désindustrialisation, la prolétarisation de la classe moyenne, la partition du territoire et la montée en puissance de la Chine, qui est devenue non seulement notre usine, mais notre laboratoire. Vous avez parlé de l'industrie, vous avez parlé également des agriculteurs. On reviendra en longueur la semaine prochaine sur la question de la crise agricole. Philippe de Villiers, pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, nombreux sont les Français qui ont été heurtés par le tableau représentant la décapitation de Marie-Antoinette. Vous souhaitez ce soir revenir sur une date symbolique. Nous sommes le 16 octobre 1793. Le tribunal révolutionnaire prononce la condamnation à mort de Marie-Antoinette, peine exécutée le jour même. Alors, le 28 juillet dernier, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, le monde entier a pu assister à une scène de décapitation fondatrice d'un nouveau régime. Devant une conciergerie embrasée, par un retour de flamme vengeur, apparaît Marie-Antoinette, qui porte sa tête décapitée, sanguinolente, dans ses propres mains. Baptême festif, baptême de sang, baptême fondateur. Et oui, j'ai voulu rétablir la vérité de ce premier féminicide des nouvelles légitimités. Nous sommes le 14 octobre 1793. La foule se presse. La salle d'audience éclairée à la bougie vacille de tumulte. L'accusateur public, Fouquier-Tinville, est déjà à son ouvrage. Il désigne d'un doigt fébrile l'accusé sur son tabouret. « Veuve Capet, levez-vous !» Marie-Antoinette se lève. Elle se tient droite, altière. Et bientôt, elle toise ses procureurs. Vous pouvez bien être mes bourreaux, mes assassins, mais jamais vous ne serez mes juges. Les jurés ont résolu, avant de la faire mourir, de la flétrir
de la faire souffrir, de la déshonorer. Il lui parle de son fils de 8 ans et demi. Elle ne l'a pas vu depuis le 3 juillet. Elle appelle son chou d'amour. Avant de tuer la reine, on va tuer la mère. On l'accuse de jeux incestueux avec le petit Louis, le dauphin. Elle reste impassible devant la charge odieuse. Alors les jurés, les procureurs l'interpellent. Et vous n'avez donc rien à redire à cette accusation ? Elle se cabre. Si je ne réponds pas, c'est parce que la nature ne peut rien répondre à une telle inculpation faite à une mère. Elle se retourne vers l'auditoire. J'en appelle à toutes les mères qui sont dans cette assemblée. Et je leur demande de déclarer si une d'entre elles peut ne pas être horrifiée par une telle accusation qui vient blesser l'intimité d'une mère, l'intimité des mères. Justice parodique. Le procès est expédié en 2 jours. La reine est condamnée à être guillotinée. Elle demande, c'est son ultime souhait, une plume, de l'encre, du papier, et elle écrit. Je désire que ma mort fasse le salut de la France. Je meurs innocente. On lui lie les mains dans la charrette d'infamie. Et sur l'estrade, elle marche par inadvertance sur le pied de son bourreau. Et il dit, pardon, monsieur le bourreau, je ne l'ai pas fait exprès. C'est sa dernière parole. Jusqu'au bout, l'élégance française. Jusqu'au bout du sacrifice, l'immolation. Le premier féminicide qui laisse une tache indélébile sur le nouveau régime. Merci Philippe de Villiers. Merci beaucoup pour cette émission. Merci de nous avoir plongé dans ces heures de notre histoire. Merci à vous, Geoffroy Lejeune. On se retrouve la semaine prochaine, comme chaque vendredi soir, bien sûr. Et dans un